Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors vous voyez, j'ai été très bien accueilli selon la coutume polynésienne avec le magnifique collier de fleurs qui m'a été offert. Mais je vais vous demander l'autorisation, sans trop déroger à la coutume, de l'enlever pour la conférence. Simplement pour avoir un tout petit peu moins chaud et être plus disponible à chacune et à chacun d'entre vous. Donc je vous le disais, je suis très heureux d'être ici à l'invitation à la fois d'un mouvement d'éducation populaire et de l'éducation nationale, l'INSPE. Très heureux d'être au milieu de vous, les collègues qui enseignent, les collègues qui vont bientôt enseigner, ceux qui se forment, les personnels de direction et d'inspection. Je suis aussi très inquiet, comme on peut l'être chaque fois qu'on intervient dans un territoire que l'on ne connaît pas complètement, pas aussi bien en tout cas que celui dans lequel on vit, dans un territoire où les problématiques éducatives sont spécifiques, particulières, dans un territoire très vaste, la Polynésie française, on me le dit à chaque fois, mais c'est vrai, c'est la taille de l'Europe, dans un territoire où œuvrent depuis bien longtemps celles et ceux qui travaillent à l'éducation des enfants, à l'école bien sûr, dans la famille, mais aussi dans les mouvements d'éducation populaire comme les CMEA. Alors je vous propose de réfléchir avec vous aujourd'hui sur ce que peut être enseigné, et je vous demande beaucoup d'indulgence parce que un certain nombre des exemples que je vais utiliser sont des exemples qui vous viendront de métropole. Je vous demande beaucoup d'indulgence parce que les recherches que je vais citer seront parfois un petit peu compliquées et ça va requérir un peu d'attention. Et je vous demande beaucoup d'indulgence parce que, comme l'a dit Anita, je ne vais évidemment pas épuiser le sujet. Et donc, je m'attends de toute évidence à ce que la plupart d'entre vous, à la fin de la conférence, disent « il y a ça qui n'a pas été traité ». Alors, je vous le dis tout de suite, je ne traiterai pas tout et je n'épuiserai pas le sujet enseigné aujourd'hui. Nous allons partir du point de vue de l'élève. D'un élève qui se lève le matin, qui quitte sa famille et qui rentre dans une école, qui est accueilli par un maître, une maîtresse, un enseignant, une enseignante, et qui rentre dans un lieu qui n'est pas sa famille, qui rentre dans un lieu qui n'est pas celui où il a des loisirs avec ses camarades, dans un lieu particulier, dans un lieu spécifique où on va lui demander un certain comportement et pas n'importe lequel. Faire la classe aujourd'hui, pour chacune, pour chacun d'entre nous, ça suppose de structurer un espace, d'organiser un espace où des principes de fonctionnement sont définis, acceptés et mis en œuvre. Alors bien sûr, il fut peut-être possible, et je ne le crois pas vraiment, il y a bien longtemps, de faire la classe sans avoir à faire l'école. Ce qui me semble important et caractériser aujourd'hui nos systèmes éducatifs, c'est que le déclin des grandes institutions impose à chacune et à chacun de nos enseignants de refaire l'école tous les matins pour pouvoir faire la classe. Quand je dis refaire l'école pour pouvoir faire la classe, ça veut dire refaire accepter à chacune et à chacun qu'il est là dans un but précis, qu'il doit obéir à des règles précises qui lui sont proposées, dont on pourra parfois discuter, mais qu'on ne peut pas transgresser systématiquement, et que dans cet espace précis, il y a un comportement à avoir qui n'est pas le comportement que l'on a en famille, qui n'est pas le comportement que l'on a avec des amis, avec des copains, qui est un comportement particulier que nous allons essayer de comprendre, parce que si on ne le comprend pas, eh bien, on croit pouvoir faire la classe, alors qu'en réalité, on n'a pas construit avant ou en même temps les murs de l'école. Pour faire la classe aujourd'hui, il faut faire l'école. Et à bien des égards, c'est le lot de beaucoup d'enseignants. On imagine, allez, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'un enseignant pouvait entrer dans la classe et l'école était faite. C'est-à-dire que tous les élèves savaient ce qu'on attendait d'eux. Ils étaient sages, tranquilles, assis. Ils prenaient des notes. Ils se levaient quand on leur demandait. Ils levaient la main pour demander la parole et ils n'interrompaient jamais personne, ni un camarade, ni le maître ou la maîtresse qui parlait. Ils ne bougeaient pas. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils ne secouaient pas leur trousse au milieu de la démonstration pour expliquer qu'ils n'écoutaient pas, etc.
On peut imaginer qu'il fut un temps, les élèves étaient des vrais élèves et qu'avant même d'entrer dans la classe, on avait fait des parfaits élèves. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Il faut faire l'école, c'est-à-dire qu'il faut enseigner à l'élève son métier d'élève pour pouvoir lui transmettre des savoirs scolaires, ces savoirs qui vont contribuer à son éducation. Quand je dis il faut faire l'école pour faire la classe, ça veut dire il faut incarner, et c'est le travail de chacune et de chacun d'entre nous, les principes fondateurs de l'école pour pouvoir, au sein de cette école, transmettre des savoirs. Plus fondamentalement encore, et c'est un grand psychologue culturaliste de l'éducation, Jérôme Brunner, qui nous le dit, le programme d'une école ne se réduit pas aux disciplines qu'elle enseigne. Ce n'est pas la somme des disciplines qu'elle enseigne. La discipline générale d'une école, vue sous l'angle culturel, c'est l'école elle-même. C'est l'école elle-même. C'est ainsi que les élèves la vivent et c'est cela qui détermine le sens qu'elle a pour eux. Qu'est-ce que je fais dans ce lieu-là? Quel sens ça a pour moi? Cet espace particulier où je suis convoqué, où on m'enrôle sans que j'aie à donner mon avis et où je dois néanmoins m'engager volontairement dans les apprentissages qu'on me propose. Quand Jérôme Brunner écrit « Le programme d'une école ne se réduit pas aux disciplines qu'elle enseigne », la discipline principale d'une école, vue sous l'angle culturel en tant que culture, c'est l'école elle-même. Savoir ce qu'est l'école. Et je fais une hypothèse, mes amis. C'est que beaucoup de nos élèves, et en particulier les plus en difficulté, ne savent pas ce qu'est l'école. Ne savent pas ce que l'école attend d'eux, ne savent pas ce qui est le signe d'un comportement adapté, et même ne savent pas toujours ce qu'est réussir à l'école. Alors je vous propose d'explorer ce sujet en 2 temps. Dans un premier temps, je vais revenir très rapidement sur quelques principes de l'institution scolaire. Quelques principes, des principes très simples, vous allez le voir, 3 principes simplement. Et puis dans un second temps, j'essaierai de rentrer dans le quotidien du travail de l'enseignant et de me demander comment, dans l'enseignement de toutes les disciplines, mais aussi dans le travail du conseiller principal d'éducation, du directeur ou de la directrice, du principal ou de la principale, mais comment dans ce travail-là, on peut incarner les principes de l'école. Quels sont donc les principes fondateurs de l'institution scolaire? Je vais les énoncer d'abord, et puis je les reprendrai un par un tout à l'heure, mais sans trop les développer, simplement pour que vous les ayez présents à l'esprit. Premier principe, l'école est le lieu de l'acceptation de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre. L'autre, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui vient d'une autre famille. C'est quelqu'un qui pense pas forcément comme moi, qui n'a pas forcément les mêmes amis. C'est l'altérité. L'altérité. L'école est en rupture avec toutes les formes de regroupement affinitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se retrouve dans la même classe, on ne s'est pas choisi. Quand on fait un match de foot entre copains, on se choisit. Quand on va à une fête avec des amis, on se choisit. À l'école, on ne se choisit pas. On est dans la même classe. Et il faut travailler ensemble, même si on ne s'aime pas. Et nul, dans une république, n'est obligé d'aimer quiconque. Si l'amour était une obligation, ce ne serait plus l'amour. L'amour, on est libre d'aimer qui on veut. Je suis donc pas obligé d'aimer mes camarades de classe. Je suis pas obligé d'aimer mes professeurs non plus. Je suis dans un lieu qui n'est pas régi par l'affection. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affection dans l'école. Bien sûr qu'il y a de l'affection dans l'école. Mais ce n'est pas l'affection qui régit l'école. Quand je me retrouve avec des copains, c'est l'affection qui nous régit. C'est le match de foot ou c'est la danse que nous faisons ensemble. À l'école, nous nous retrouvons là. On est à côté de quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on connaît mais qu'on n'aime pas. Mais on est quand même avec lui et on va devoir travailler avec lui. C'est pas simple, c'est pas évident, c'est un des premiers principes de l'école. Deuxième principe, l'école, c'est le lieu de la recherche, de la précision, de la justesse et de la vérité. Je ne dis pas que c'est le lieu de la vérité. La vérité avec un grand V, il n'y a que les métaphysiciens qui savent ce que c'est. Je dis de la recherche, de la précision, de la justesse et de la vérité. À l'école, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui démontre le mieux. À l'école, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui impressionne.
ce n'est pas celui qui séduit, c'est celui qui explique et fait comprendre. L'école est le lieu de la recherche de la vérité. Elle est en ce sens en rupture avec toutes les formes de violence comme toutes les formes de séduction. Ce qui fait loi à l'école, c'est la précision, la justesse, la vérité. Précision du vocabulaire. À l'école, on n'emploie pas un mot pour un autre. Voilà. Et on va chercher à trouver le mot juste qui définit précisément ce dont on parle. Et c'est un enjeu fondamental. Précision du vocabulaire, précision des définitions, précision de la démonstration que l'on va faire de ce que l'on croit, de ce que l'on veut dire. Rigueur dans la capacité que l'on a à expliquer et à rendre rigoureux son point de vue, et non pas à dire « c'est comme ça, tu dois l'accepter ». L'école, c'est le lieu où le « c'est comme ça » n'est pas accepté. C'est le lieu où il va falloir expliquer, démontrer. Et c'est important d'avoir en tête ce principe-là, parce que c'est un des principes fondamentaux, et à ce titre, c'est un principe qui fait loi. Loi avec un grand L, parce que c'est le principe qui permet de faire tout le reste. À l'école, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la séduction, ce n'est pas toute forme d'expression de la force qui doit l'emporter, c'est la rigueur, c'est la précision, c'est la vérité. Alors vous me direz, mais moi je suis professeur d'éducation physique. Où est la vérité en éducation physique? Si, bien sûr que oui, on va chercher la précision et la rigueur dans l'enseignement de l'éducation physique. La précision du geste, du mouvement, la précision de l'action motrice, comme disent nos collègues d'éducation physique, qui va être habitée par une intention qui va être comprise et qui va permettre de réaliser le geste juste. Oui, quelle que soit la discipline, l'école est le lieu de la recherche, de la précision, de la justesse et de la vérité. C'est le deuxième principe. Et parce que c'est cela, troisième principe, l'école dans nos pays, dans nos démocraties, c'est le lieu de la construction d'une posture démocratique. Construction d'une posture démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans recherche de la précision, de la justesse et de la vérité. Il n'y a pas de démocratie sans capacité de dépasser les conflits pour partager ensemble un certain nombre de choses et construire ensemble des solutions pour le monde. Parce que l'école construit une posture démocratique, elle aide tous les élèves à apprendre en même temps à s'émanciper et à s'associer. S'émanciper et à s'associer. C'est un de mes maîtres que j'ai eu la chance d'avoir en mon jury de thèse il y a bien longtemps, une thèse qui était dirigée par Guy Avanzini, et ce monsieur s'appelait Olivier Reboul, et je vous invite, si vous êtes jeune enseignant, ou si vous vous formez au métier d'enseignant, à lire ses livres, qui, dans un de ses livres, dit « Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ?» et qui répond « Ce qui vaut la peine d'être enseigné, c'est ce qui libère et ce qui unit. Ce qui libère de toutes les obligations fausses, de toutes les théories absurdes, de toutes les croyances invraisemblables et sans intérêt, ce qui nous libère de toutes les formes d'emprise sur nous, que l'emprise, elle soit publicitaire, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique. L'emprise est toujours mauvaise. Je ne dis pas que la religion, la publicité et la politique sont mauvaises. Je dis que l'emprise est mauvaise. C'est-à-dire que si je suis dans une religion, je ne dois pas y être parce que je suis sous l'emprise de quelqu'un. Je dois y être parce que j'ai fait la démarche libre d'y être, ce qui est tout à fait différent. Donc, l'école est le lieu de l'émancipation, là où on se libère. Mais elle est aussi le lieu où l'on découvre comment on va pouvoir s'associer. Parce que l'école, c'est un petit miracle quand même. C'est des gens différents, tous différents, qui ont des histoires différentes, qui ont vécu des événements différents. Alors certains sont accidentés de la vie, d'autres le sont un peu moins. Certains parlent une langue, d'autres la parlent moins bien. Certains ont des problèmes dans tel domaine, d'autres pas. Certains ont une famille qui pense comme ceci, d'autres une famille qui pense comme cela. C'est des êtres différents dont on fait le pari qu'ils vont partager les mêmes savoirs. C'est donc le lieu où on cultive cette chose extraordinaire. Avec de la différence, on fait du même, et ce même fera de la différence parce qu'il permettra à chacun d'être encore plus lui-même. Voilà des principes simples,
Mais ce sont des principes qu'il faut avoir en tête. Alors, on va les reprendre, mais vraiment très rapidement. L'école est le lieu de l'acceptation de l'altérité. Elle est en rupture avec le regroupement affinitaire, celui qui est fondé sur l'affection. Elle fait rupture donc avec la famille, et il faut l'assumer. Et il faut l'assumer. L'école n'est pas le prolongement de la famille. Ça ne veut pas dire que la famille fait mal son travail. Je dirai demain, et j'insisterai très lourdement sur l'importance de l'éducation familiale. Ça veut dire que l'école, c'est autre chose, que les règles de l'école ne sont pas celles de la famille. Et qu'on va à l'école, excusez-moi l'expression, pour aller voir ailleurs que dans sa famille. Va voir ailleurs si j'y suis, doivent dire les parents. À l'école. Voilà. L'école, c'est fait pour avoir une autre vision que celle que notre famille nous a donnée. Non pas parce que celle que notre famille nous a donnée est mauvaise, mais parce que nous avons besoin d'ouvrir le périmètre. Au-delà de la famille, il y a le quartier. Au-delà du quartier, il y a le village, la ville. Au-delà de la ville, il y a le territoire. Au-delà du territoire, il y a le pays. Au-delà du pays, il y a le continent. Au-delà du continent, il y a la planète. Et l'école, c'est le lieu où je vais découvrir progressivement ces cercles concentriques. Par exemple, je vais même apprendre des langues qu'on ne parle pas chez moi. Bien sûr, je vais apprendre les langues qu'on parle chez moi, mais je vais en apprendre d'autres. Je vais apprendre une littérature qui n'est pas celle nécessairement de mon pays, mais bien sûr que je vais apprendre celle de mon pays, mais que j'ai besoin aussi de m'ouvrir à celle des autres. Découvrir d'autres références. Pourquoi il faut découvrir d'autres références ? Parce que sans la possibilité d'avoir d'autres références, il n'y a pas de choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté, évidemment. Donc oui, l'école fait rupture avec la famille. L'école aussi permet d'apprendre à se décentrer. Moi, je suis là, je vais passer de moi à l'autre, de l'autre au groupe, du groupe à la classe, de la classe à l'école. Et puis, petit à petit, on le disait tout à l'heure, du pays au monde et du monde à l'univers. L'école est le lieu où l'on découvre les solidarités. Je vais découvrir que je suis solidaire, y compris d'êtres qui vivent très loin de moi. Parce que nous sommes solidaires. Parce que la solidarité, mes amis, ça n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires. Souvenez-vous, le petit virus, là, ça nous a montré qu'on était solidaires. Regardez le réchauffement climatique. Voyez bien, on est tous solidaires. On est dans le même bateau. Bien sûr, on a nos petits bateaux, mais tous nos petits bateaux sont dans le même bateau. On est solidaires et l'école va nous permettre de le découvrir. Et puis l'école va nous permettre d'accepter quelque chose de difficile pour un enfant. Non pas l'objectivité, quelque chose que j'appelle l'objectalité du monde. Le monde est là. Il est là et puis il me veut ni bien ni mal, il est là, il est comme ça. Pour illustrer cela, je vous ai choisi une citation d'une nouvelle d'un auteur anglais qui s'appelle Cressman Taylor. C'est un dialogue entre une maman et son petit garçon. Le petit garçon demande « Les poissons, ils nous mangeraient si on était morts ?» Parce qu'auparavant, il faut dire qu'on voyait les poissons dans la rivière qui mangeaient des petites larves. Et la maman répond « Oui, j'imagine. Sous l'eau, les morts deviennent mous. Ils ne servent plus à rien, les poissons aident à nettoyer. La seule chose que tu dois te rappeler, et le visage de sa mère devint sérieux, c'est qu'ils ne font pas ça par méchanceté, ils mordent tout, vivants ou morts, ils sont comme ça, voilà tout. Et c'est très important de connaître les choses comme elles sont. Pas comme tu as peur qu'elles soient ou comme tu voudrais qu'elles soient. Ni l'un ni l'autre. Comme elles sont. Tu dois découvrir que le monde ne pense pas à toi. Qu'il ne rôde pas en attendant de pouvoir te faire mal. Même s'il y a beaucoup de gens, surtout des enfants qui pensent ça et qui ont peur. Le monde n'essaye pas non plus de te faire plaisir. Alors ça, c'est quelque chose qu'un enfant a beaucoup de mal à comprendre et à entendre. Parce que l'enfant, c'est quoi ? On va faire un tout petit peu de psychologie basique. Avant la naissance, il est dans le ventre de sa mère. Formidable. Logé, nourri, blanchi. Aucun désir qui ne soit immédiatement satisfait. La naissance, c'est la rupture. Tout d'un coup, on arrive dans un monde où il fait froid, où il fait chaud, où on a faim, où on a soif, où on a envie d'être dans les bras de ses parents. Puis les parents ne sont pas là. Ils font quelque chose. Parce que les parents, ils ont des enfants, mais ils ont aussi d'autres choses à faire que de s'occuper de leurs enfants. Ne serait-ce que pour leur apporter de la nourriture. Ils sont pas là. Et je dois l'accepter. Et si maman est en retard, c'est pas forcément qu'elle me veut du mal. C'est parce qu'elle est en retard, parce qu'elle a rencontré quelque chose sur sa route qui lui a pas permis d'être à l'heure. Et pour l'enfant, ça va être très compliqué, très difficile d'entendre ça. D'entendre que les faits
ne sont pas liés à une intention qui serait quelque chose qui voudrait leur bien ou qui voudrait leur mal. De comprendre que les faits sont des faits, voilà. Que le monde, il est là. Et qu'il faut accepter cela. Et donc, il va y avoir un travail énorme à faire, là, qui est compliqué, qui est difficile, qui va se faire en maternelle, et qui va se prolonger tout au long de la scolarité pour se dégager de ce qu'on pourrait appeler ces velléités narcissiques, c'est-à-dire le fait de toujours voir tout à travers son propre prisme, ses propres désirs. Ces enfants qui pensent que quand la maîtresse les regarde, c'est pour les espionner. Si elle ne les regarde pas, c'est parce qu'elle ne les aime pas. Et si elle regarde ailleurs, c'est parce qu'elle les méprise. Bon, il ne reste pas beaucoup de solutions. Eh ben non, quand la maîtresse regarde ailleurs, c'est qu'elle regarde ailleurs. C'est pas parce qu'elle ne m'aime pas. Mais c'est compliqué pour un enfant d'accepter ça. Ça veut dire qu'on va le faire entrer dans une relation au monde qui est une relation à un objet que je vais devoir toucher, comprendre, et qui me résiste. C'est une illustration de ce premier principe. Deuxième principe, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école est le lieu de la recherche de la précision, de la justesse, de la rigueur et de la vérité. L'école, elle permet d'articuler objectalité, ce dont je viens de parler, avec ma subjectivité. L'école, elle permet d'accéder à l'exigence du geste précis, et cela à tous les niveaux taxonomiques. J'insiste parce que pour moi, c'est fondamental. L'exigence n'est pas liée au niveau d'études. Moi, je suis et je veux être aussi exigeant avec un gamin de maternelle qui colorie à l'intérieur d'un dessin que je ne le suis avec un thésard d'université qui fait une thèse sur la philosophie de Hegel et qui emploie un mot plutôt qu'un autre. La précision, elle n'est pas liée à la qualité de l'objet. Elle s'apprend très tôt dans les petits gestes, sur les petits objets. Et cette précision, on va progressivement l'importer dans sa scolarité au fur et à mesure qu'on va rencontrer des objets de plus en plus complexes. Précision, précis. J'ai travaillé, comme un certain nombre d'entre vous, sur le débat philosophique en classe, sur la pratique du conseil d'élèves. Mais tout ça sont des outils formidables, merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'on y apprend à parler précis. On y apprend à distinguer les choses et à ne pas les assimiler. C'est de la gentillesse ou c'est de la générosité ? C'est compliqué de distinguer la gentillesse et la générosité. Mais c'est pas pareil, la gentillesse et la générosité. Il va falloir qu'on apprenne à parler précis. Et cela à tous les niveaux taxonomiques. Et puis, l'école, bien sûr, permet de construire des modèles d'intelligibilité, c'est-à-dire de compréhension du monde, qui émancipent les personnes de l'immédiateté, du tout de suite, de la pulsion, j'ai envie du caprice. C'est important de libérer l'enfant de ses caprices. Le caprice. J'ai envie d'eux, je dois, je veux, j'exige, je fais pipi par terre, je me roule dedans, et si j'ai pas satisfaction, je tape des pieds. Le caprice, c'est pas la liberté. Le caprice, c'est la pulsion du corps primaire. La liberté, c'est la réflexion que l'on met en route pour savoir si on a raison ou pas de demander ce qu'on demande. La liberté, c'est le sursis au caprice. C'est la réflexivité plus que le caprice. Et donc, il faut à un moment, on le disait tout à l'heure, que ce ne soit pas la violence qui fasse la loi. Il faut qu'ensemble, on se mette d'accord. Sur cette règle simple, nous sommes là dans un monde particulier, une école, où ce qui va régir nos relations, c'est l'exigence. Ce qui va régir nos relations, c'est l'exigence. Je veux exiger que tu sois précis, que quand tu parles à lui, tu lui dises exactement ce que tu penses, que lui, il reformule ce que tu as dit pour vérifier qu'il a bien compris, etc. Je vais exiger que tu arrêtes de chercher à impressionner, à exercer ton pouvoir sur les autres. Je vais exiger que tu poses ta lance. Et là, une belle citation de quelqu'un de très important, Marcel Mauss, la conclusion de ce petit livre formidable qui s'appelle « Laisser sur le ton », qui d'ailleurs raconte à certains endroits, renvoie à des coutumes calédoniennes et polynésiennes, où il dit « Pour commencer, il fallut d'abord poser les lances. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su
Et c'est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes, les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. Les chroniques d'Arthur, le roi Arthur. Alors, c'est pas une légende polynésienne, le roi Arthur, hein, mais on pourrait trouver peut-être des légendes qui ne sont pas très loin de ça. Le roi Arthur. Vous savez, le roi Arthur, il a toute une série de chevaliers autour de lui. Et ces chevaliers, ils passent leur temps à se disputer. Savoir qui est le plus beau, savoir qui est le plus fort, savoir qui aura le plus de terre, etc., etc. Ces chevaliers se disputent tout le temps. Et le roi Arthur commande à un charpentier de Cornouailles une table magique. Cette table magique, elle est ronde. Et quand elle est dans une pièce et qu'on entre dans la pièce, il y a un miracle, c'est que les gens ne se battent plus parce qu'ils laissent leur lance à l'entrée. Alors leur lance, c'est-à-dire la lance qu'ils portent, mais aussi la lance qu'ils ont dans la tête, là, hein. La violence qu'ils ont dans la tête, sans jeu de mots. Hein. Alors regardez ce que dit Marcel Mauss. Les chroniques d'Arthur racontent comment le roi Arthur, avec l'aide d'un charpentier de Cornouailles, inventa cette merveille de la cour, la table ronde, miraculeuse, autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. Ils ne se battirent plus, ils se mirent à se parler. Voilà, ça c'est un miracle. Il est inutile d'aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il est là, dans la paix imposée, dans le travail, en commun et solitaire, alternativement, dans la richesse, redistribuée, dans le respect mutuel, dans la générosité, dans tout ce que l'éducation enseigne. Alors mes amis, on a un gros problème. C'est qu'on a perdu le charpentier de Cornouailles et qu'on a perdu la recette de la fabrication de la table ronde. C'est un gros problème. Heureusement, on a une solution, les enseignants. Parce que les enseignants, au fond, c'est ça. Leur rôle, c'est quoi ? C'est de créer cette table ronde autour desquelles on ne se bat pas, mais on se respecte, on se parle. Quand on entre autour de la table, on laisse sa lance et sa violence à l'entrée. On va parler entre soi. Alors c'est compliqué, hein. Le roi Arthur lui-même, il n'y a pas réussi, hein. Il a eu besoin de Merlin l'Enchanteur. Il a eu besoin du charpentier de Cornouailles. Mais nous faisons l'hypothèse que les enseignants, ça peut être ça. Ça peut être des gens qui créent un espace que quand on rentre, on pose sa lance à l'entrée. Pour pouvoir rentrer dans un espace apaisé, où on peut parler, être exigeant avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on croit, ce que l'on démontre. Principe numéro 3, très vite. L'école est le lieu où se construit la posture démocratique. Elle doit permettre aux élèves d'apprendre à s'émanciper et à s'associer. L'école doit apprendre à se libérer de toutes les formes d'emprise pour pouvoir penser par soi-même. C'est la fameuse formule du philosophe Kant. Quand on lui demandait de définir les Lumières, qu'est-ce que les Lumières ? Il dit « sapere aude ». C'est du latin. C'est pas du tahitien, mais ça peut se traduire en tahitien. Sapere aude, ose penser par toi-même. Arrête de faire en sorte que les autres décident pour toi. Voilà. Tu vas oser penser pour toi et prendre tes décisions pour toi, en réfléchissant d'abord. Voilà. Ça, c'est l'émancipation. L'école doit permettre de s'exaucer, de se sortir au-dessus de ses intérêts immédiats pour construire le bien commun. Alors voilà quelque chose de difficile, hein. Une démocratie, c'est pas la somme des intérêts individuels. Dans une démocratie, tous les intérêts individuels sont légitimes. Vous avez le droit d'avoir vos intérêts individuels. Mais le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. Le bien commun, c'est autre chose que l'on construit ensemble. Dans une classe, c'est ce qu'il nous faut apprendre aussi. Oui, tu veux ça, lui, il veut ça, le troisième, il veut ça, le quatrième, il veut ça, le cinquième, il veut encore autre chose. On ne peut pas ajouter tout ça. Il faut qu'on se mette d'accord sur un truc où on est à peu près tous d'accord, quoi. Alors, ça ne va pas être ce que pense lui, ça ne va pas être ce que veut lui, ça va être autre chose. Et on va chercher ensemble quelque chose qui va pouvoir réconcilier tout le monde. Je ne dis pas qu'on va le trouver. Souvent, on ne va pas le trouver. Mais on va le chercher. Parce que le chercher, c'est l'essentiel. L'école doit former le citoyen à être à la fois capable de se libérer et de s'unir. Et pour illustrer cela, allez, un troisième cadeau, une troisième citation. Citation d'un philosophe qui s'appelle Gadamer, qui, quand on lui demande quel est l'objet de l'éducation, à quoi ça sert l'éducation et l'école, répondait qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts. Voilà qui n'est pas facile à comprendre, mais voilà, disait-il, qui est la tâche de l'éducation et de l'école. Pas facile tout ça.
Alors comme c'est vraiment compliqué et difficile, on va sortir des principes, là je vous ai bassiné avec des principes, et on va rentrer dans des repères, c'est-à-dire dans des choses concrètes. Deuxième partie donc, quelques repères pour la classe. Cette fois-ci, on va sortir des finalités de l'école et regarder les repères pour la classe. Premier repère, afin de permettre à chacun d'apprendre, la classe est organisée comme un espace hors menace. Hors menace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un truc. J'emprunte cette expression d'espace hors menace à un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui malheureusement nous a quittés, Jacques Lévin, qui désigne le fait qu'on peut dans la classe s'essayer à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, sans avoir peur de rater, d'être humilié, d'être mal noté et d'être massacré par une mauvaise note qui vous le collera à la peau toute votre vie. Voilà. Hors menace, ça veut dire qu'on peut s'essayer. Parce que apprendre, mes amis, c'est difficile. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Avant de savoir le faire, il faut apprendre à le faire, et pour apprendre à faire, il faut le faire sans savoir le faire. Donc c'est vraiment difficile, ça. C'est vraiment difficile. Et quand vous ne savez pas faire quelque chose, et qu'on vous demande de le faire, il faut qu'on vous propose un espace sécurisé. C'est-à-dire qu'on vous dise, tu peux te tromper, c'est pas grave. Tu peux faire une erreur, trébucher, tu peux bafouiller, c'est pas grave. Tu peux t'en mêler les pinceaux, ne pas y arriver, c'est pas grave. Et moi, parce que je suis ton professeur, je te garantis, c'est difficile, que personne ne va se moquer de toi, parce que tu n'y seras pas arrivé. Ni moi, ni un de tes camarades. C'est compliqué ça, hein? Garantir l'espace hors menace. À l'école, on ne doit pas être menacé parce que l'école est un lieu où il faut s'engager. Allez, tu vas écrire un poème et le lire devant toute la classe. Ouh là 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 là. Il n'a jamais écrit de poème, il n'a jamais dit quelque chose devant toute une classe. Vous vous rendez compte le stress que ça représente? Si on ne lui garantit pas qu'il n'y aura pas un idiot au fond de la classe qui va lui dire je ne sais trop quoi, si on ne lui garantit pas qu'il pourra bafouiller sans être humilié, il va rester assis, il va se taire. Et il va intérioriser l'idée que c'est un incapable, qu'il est un incapable. Ça, c'est quelque chose de très fort pour moi. La classe est un espace hors menace. Pourquoi? Parce qu'on ne peut apprendre que si sont suspendues les menaces de l'humiliation, les menaces de l'identification de la personne et de ses actes. Tu as fait ça, tu t'es trompé, tu te tromperas toujours. Les menaces de l'aspiration par la production, tu as fait ça, tu n'y arriveras pas. Toutes ces menaces qui font que la personne va se censurer elle-même, se censurer. Et parmi les menaces qu'il faut suspendre, il y a bien sûr celle d'une évaluation purement sanction. Une évaluation qui consiste à dire tu as échoué, je te mets 4 sur 20 ou 6 ou 12. 12 si tu es moyen, 16 si tu as très bien réussi, mais bon, alors t'arrêtes là. Ça c'est une menace. Et c'est une identification de quelqu'un avec ses actes. C'est pas ça le rôle de l'évaluation scolaire. Le rôle de l'évaluation scolaire, c'est d'aider quelqu'un à faire mieux que ce qu'il sait déjà faire. C'est d'aider quelqu'un à faire ce qu'il ne sait pas déjà faire. Et je cite souvent cette phrase de quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer, Albert Jacquard, qui disait « L'évaluation n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur ou moins bien que les autres. » Elle est faite pour devenir meilleur que soi-même. Elle n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur ou moins bon que les autres. Elle est faite pour devenir meilleur que soi-même. Dire si je t'évalue, c'est pas pour te dire tu es 3e, tu es 5e, tu feras ça. Non, c'est pour te dire voilà ce que tu es capable de faire maintenant. Et je vais te donner des conseils et avec ces conseils, tu vas pouvoir te dépasser, c'est-à-dire faire autre chose. Faire autre chose. Faire mieux. Aller jusque à la perfection, au chef-d'œuvre. Parce que quand vous formez un plâtrier, quand vous formez un potier, quand vous formez un maçon, si le maçon, le mur tombe, et que vous lui mettez 2 sur 20 parce que son mur est tombé, et que vous lui dites maintenant ça va, on a fini, on s'arrête là, vous n'êtes pas un très bon formateur de maçon. Si vous voulez former efficacement le maçon, vous lui apprenez à faire en sorte que son mur ne tombe pas. Vous ne vous contentez pas de lui dire ton mur est tombé, je te mets 2 et je te laisse pas passer en classe supérieure. Vous lui dites, on va recommencer, on va remettre l'ouvrage en chantier, c'est-à-dire on va aller
jusqu'à quelque chose que tu pourras toi-même apprécier, dont tu verras la qualité. Et tu pourras voir toi-même que tu t'es dépassé parce que tu seras fier de ce que tu as fait. Donc l'évaluation, ça va être ce qui rend l'autre fier de ce qu'il a fait. Pas ce qui lui fait honte, ce qui le rend fier, ce qui est complètement différent. Premier repère, très simple. Deuxième repère, dans une classe, il y a des temps et des lieux qui sont spécifiés et qui correspondent à des activités à mettre en œuvre. Des activités qui renvoient elles-mêmes à des comportements attendus. Et pour cela, la classe, comme toutes les activités humaines, ont besoin de rituels. Et ces rituels, ils ont pour objectif de faire émerger ce que nous appelons des postures mentales. Qu'est-ce que c'est ça, des postures mentales? Quand vous rentrez dans une salle de cinéma, vous adoptez une posture mentale qui est de, globalement, à peu près ignorer votre voisin, sauf dans des cas très spécifiques, qui est de regarder le film et de ne pas vous manifester avant la fin du film. Une posture. Quand vous rentrez dans un repas de famille, c'est pas la même posture, hein. Vous allez causer, interrompre, tout ce que vous voulez. Quand vous rentrez dans un bistrot avec des copains, c'est pas la même posture. Quand vous rentrez dans une bibliothèque pour travailler, c'est pas la même posture. Quand vous rentrez dans une église pour prier, c'est pas la même posture. Quand vous rentrez dans un tribunal pour plaider si vous êtes avocat ou parce que vous êtes accusé, c'est pas la même posture. Quand vous rentrez sur un tatami de judo, c'est pas la même posture que quand vous entrez dans une classe. Pourquoi? Parce que nos activités humaines, elles ont besoin d'un cadre qui les porte et qui fait basculer notre conscience pour qu'elle devienne disponible à l'activité que l'on met en œuvre. Et un des problèmes aujourd'hui de nos élèves, de vos élèves aussi, c'est l'attention, être attentif. On sait, alors je passe le détail, mais c'est essentiellement une chercheuse américaine, Catherine Hayes, qui nous a montré à quel point l'usage d'un certain nombre d'outils, en particulier les écrans, s'il n'est pas régulé, cet usage, diminue les capacités d'attention profonde, c'est-à-dire la capacité de lecture, pour faire gros. La capacité de lecture requiert l'attention profonde. Quand je lis, c'est moi qui décide de commencer à lire et de m'arrêter de lire. C'est une différence fondamentale avec le clip vidéo. Dans le clip vidéo, c'est lui qui décide du début et c'est lui qui décide de la fin. C'est l'inversion. Dans le clip vidéo, c'est l'objet qui capte mon attention, qui la capte, qui la prend, chercher mon attention. Dans la lecture, c'est mon attention qui va vers l'objet. C'est deux postures radicalement différentes. Et nous savons aujourd'hui qu'un usage immodéré des écrans, et en particulier une consommation immodérée de clips courts, qui se renouvellent très vite, avec des surstimulations d'attention, va produire chez l'enfant une déliaison attentionnelle. Nous appelons ça une déliaison attentionnelle. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin, quand il entre en classe, de la même surstimulation pour être attentif que quand il est sur son écran de sa PlayStation. Mais c'est pas possible, hein, mes amis. Aucun enseignant n'est capable de surstimuler le cerveau des élèves à la vitesse du renouvellement des images et des pixels dans un jeu électronique. Hein. On ne peut pas rivaliser avec ça, nous. Hein. C'est impossible. Hein. On peut jongler, on peut marcher sur les mains, on peut faire des tas de trucs pour amuser les élèves. Jamais on rivalisera avec l'électronique. Hein. Jamais. Et jamais on rivalisera avec ces outils qui vont affecter l'attention profonde. Et donc, un des enjeux de l'enseignement aujourd'hui, puisqu'on parle d'enseigner aujourd'hui, ça va être aussi de reconstruire cette attention, de reconstruire cette capacité attentionnelle. Alors, on peut dire, écoutez-moi, on peut faire, alors je sais bien qu'ici ça parle pas, la locomotive, hein, il y a, chut, 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 chut. Moi, il m'arrive d'aller dans des établissements, puis dans un couloir, j'entends chut, taisez-vous, chut, taisez-vous, chut, taisez-vous. Et en général, on fait un chut, taisez-vous avant d'avoir attendu que les gens se taisent. Donc, c'est comme si on sciait la branche sur laquelle on est assis. On dit chut, taisez-vous, puis on continue à parler même s'ils ne se taisent pas. Donc, on envoie aux gens un message qui est chut, taisez-vous, mais un autre message qui est c'est pas la peine de vous taire puisque je continue même si vous ne vous taisez pas. Donc, on peut faire des choses comme ça, hein. Mais ça, c'est pas efficace. On peut s'énerver de temps en temps, taper du poing sur la table, taisez-vous, j'exige qu'on m'écoute, etc. On peut aussi construire des dispositifs attentionnels
Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur cette notion de dispositif attentionnel, c'est-à-dire des dispositifs qui créent l'attention et qui polarisent l'attention de quelqu'un. Alors, ces dispositifs attentionnels, eh bien, on sait aujourd'hui qu'ils sont facilités par le travail manuel. Eh oui, on sait que quand l'enfant manipule, il est plus attentif que quand on lui demande simplement de nous écouter. Ah ben oui, c'est bizarre, hein, parce que son esprit dans la manipulation est projeté dans quelque chose et qu'il s'investit dans cette chose. Et que cette chose va en quelque sorte réguler son psychisme. Et qu'il va être dans une dialectique. On sait qu'il nous faudrait bien organiser nos classes de telle façon à ce que chaque type d'activité ait un rituel bien identifié. Alors, ça va être un travail individuel. Donc, on met l'étape comment? On met quoi sur la table? Chacun va avoir quoi? Quels outils? À quel moment? Pour faire quoi? Là, on fait de l'entraide. Allez, chacun va expliquer à son voisin ce qu'il a compris. Donc, c'est 2 par 2. C'est combien de temps? C'est à voix blanche. Donc, on chuchote, on met son doigt au-dessous de la gorge. Si ça vibre, c'est que c'est trop fort. Ça paraît tout bête, ce genre de choses. Il semble qu'au fond, c'est un espèce de ce que Célestin Freinet appelle le matérialisme pédagogique. C'est-à-dire être attentif aux conditions matérielles. Au séminaire, on est même hyper maniaque là-dessus. Hyper maniaque. On installe des outils dans des trucs, on dessine autour pour qu'on le remette bien à sa place, etc. Enfin, on est à un niveau de maniaquerie qui d'ailleurs en énerve certains. Mais c'est hyper important de construire des lieux et des espaces qui vont permettre de créer l'attention, de sortir de la tension en 2 mots pour aller vers l'attention, L''. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matthew Crawford, c'est un philosophe des États-Unis, qui est un peu particulier comme philosophe parce qu'il est à mi-temps professeur de philosophie dans des plus grandes universités américaines et pour son autre mi-temps, il est réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier. C'est très rare les professeurs de philosophie à l'université dont l'autre mi-temps est d'être réparateur de motocyclettes. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs que Matthew Crawford. Et Matthew Crawford a écrit 2 livres dont le premier s'appelle « L'éloge du carburateur ». Bon, bah, c'est normal, hein. Le second s'appelle « Contact ». Et qu'est-ce qu'il explique là-dedans? Il explique que ce dont ont besoin les gamins aujourd'hui, c'est de travail manuel. Qu'ils ont besoin de faire de la mécanique, qu'ils ont besoin de faire de la menuiserie, qu'ils ont besoin de découper, d'organiser, de monter les choses. Parce que c'est le contrepoint nécessaire à la virtualisation dans laquelle ils vivent en raison des écrans au milieu desquels ils se trouvent toute la journée. Et ça crée, explique-t-il, des dispositifs attentionnels. Alors, il étudie des tas d'autres dispositifs. Par exemple, il montre que la musique, c'est un dispositif attentionnel formidable. Faire de la musique, chanter ensemble, c'est un dispositif attentionnel formidable. Il montre qu'il nous faut être attentifs à ces choses-là. Créer les rituels qui permettent des activités et mettre en accord l'espace, le temps, l'activité, le rituel. 2e repère. Allez, il y en a 7. Hein. Je vous le dis pour que vous preniez patience, mais les autres vont être peut-être plus rapides. Repère numéro 3, le travail dans la classe. Le travail s'effectue sur des objets de travail. Des objets, eh oui. On va travailler sur la grammaire, les pronoms personnels. C'est pas... les pronoms personnels, c'est pas du rock, quoi. C'est pas... Bon. Ou alors, les identités remarquables. Bon, c'est pas non plus A plus B au carré... Mais un objet de savoir, c'est quelque chose qui me résiste, qui résiste à la toute-puissance de mon imaginaire et qui me permet de me construire et de construire quelque chose. Alors, pourquoi j'ai mis ce 3e repère à la suite du précédent? Parce que, comme nous le dit Matthew Crawford, quand l'enfant fabrique avec ses mains, et là vous avez une richesse culturelle formidable ici en Polynésie, quand l'enfant fabrique quelque chose avec ses mains, eh bien il rencontre la résistance des matériaux. Parce que dans le jeu électronique, les gens se relèvent quand ils sont morts. Hein. Quand vous travaillez avec du bois, si vous cassez, il est cassé, quoi. Et puis, le bois, il faut faire avec, quoi. Hein. Il faut prendre en compte le bois, quoi. Il faut prendre en compte la résistance. Et celui qui va être capable de faire un bel objet avec du bois, parce qu'il aura éprouvé la résistance du bois, c'est le même qui sera capable de bien s'incorporer à la théorie de la relativité générale d'Einstein, parce que ça va lui résister aussi. Le savoir, c'est ce qui nous résiste. Résistant.
Moi, je fais toujours l'éloge de la résistance. D'abord parce que les grands résistants ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ensuite parce qu'en physique, vous savez, la résistance, c'est très intéressant, hein. La résistance dans l'ampoule, c'est ce qui fait passer le courant et ce qui éclaire. Éclaire pourquoi? Parce que ça résiste au passage du courant, hein. Donc c'est la résistance qui éclaire. Il faut toujours se souvenir que c'est la résistance qui éclaire, hein. Quand les choses nous résistent, quand elles sont difficiles, eh bien ça nous éclaire et ça nous aide à aller plus loin. Et puis on se met en jeu là. On va s'exprimer au sujet de ça. Et c'est quelque chose, à mes yeux, de très important. Et puis, toujours dans le prolongement de cela, repère numéro 4, la présence et l'arbitrage des objets permettent de pacifier la relation pédagogique. On l'a un peu dit déjà. Ils lestent les conflits d'opinion et confèrent à la parole du maître sa véritable autorité. La classe est un lieu où la vérité d'une parole n'est pas relative au statut de celui qui l'énonce. C'est-à-dire que même si c'est moi l'enseignant qui dit, c'est pas parce que c'est moi l'enseignant qui dit que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai, pas parce que c'est moi qui le dis. Ça peut paraître anecdotique cette affaire-là, mais c'est très important. C'est très important parce que ça veut dire qu'il va falloir utiliser l'arbitrage des objets. Il m'est arrivé dans ma carrière de m'occuper d'un peu de recherche pédagogique et j'avais promu une opération qui existe toujours, qui a moins de succès aujourd'hui qu'avant, qui s'appelait la main à la pâte. Vous avez peut-être rencontré cette opération, la main à la pâte. La main à la pâte, c'était un prix Nobel, Georges Charpak, je me souviens dans mon bureau, qui était venu me présenter la main à la pâte pour que l'institut que je dirigeais puisse le promouvoir. Et Georges Charpak me dit, tu comprends, quand il y a 3 ampoules, 4 fils et 2 prises de courant, celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui branche les ampoules, les fils et les prises de courant de telle manière que les ampoules s'allument, quoi. On va pas chipoter. Si les ampoules s'allument, c'est bien. Si les ampoules s'allument pas, il a tort. Bon. C'est l'arbitrage de l'objet. L'objet arbitre. Voilà. Il arbitre et ça sérénise beaucoup les choses, quoi. Hein? Ça marche. Quand ça marche, bah, effectivement, ça a marché et donc, avec cet arbitrage de l'objet, on pacifie la relation. Si je me permets d'insister là-dessus, c'est parce que ceci nous renvoie au statut de quelque chose de très important qui est l'autorité. On parle souvent de l'autorité des enseignants. Et l'enseignant fait autorité. Il incarne une autorité. Il n'a pas le pouvoir. Il incarne une autorité. C'est très différent, le pouvoir et l'autorité. Très différent. Dans une démocratie, dit le politologue et philosophe Claude Lefort, le lieu du pouvoir est toujours vide. Nul n'a légitimité à exercer le pouvoir. Il n'y a de légitime que les autorités. Et les autorités, elles s'exercent en tant que. Parce qu'elles sont liées à des responsabilités. Je cite toujours cette anecdote, quand je visitais il y a quelques années une école maternelle, de cette petite fille qui vient vers moi, première ou deuxième année d'école maternelle, en disant « Monsieur, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je peux gronder les grands. » Alors j'ai dit « Tu peux gronder les grands, ça veut dire quoi ?» Il me dit « Oui, parce que j'ai été élu responsable du bocal à poisson rouge. » Alors j'ai dit « Alors tu peux gronder les grands ?» Il me dit « Oui, parce que comme je suis responsable du bocal à poisson rouge, s'il y a un grand qui met des saletés dans le bocal à poisson rouge, j'ai le droit de gronder les grands. » Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle a compris que l'autorité était liée à la responsabilité, pas à la force. Les grands, ils ont la force. Elle a la responsabilité. Elle a donc l'autorité. Les grands, ils ont le pouvoir. Elle a l'autorité. L'école est le lieu où on va distinguer en permanence l'autorité et le pouvoir. Eh oui, c'est compliqué de distinguer l'autorité et le pouvoir. Mais c'est essentiel. Allez, on avance. Dans l'école, on va réaliser des tâches. Les tâches, ce sont des exercices. Ce sont des dissertations pour les plus grands, des lignes d'écriture pour les plus petits, des dessins, techniques ou pas, toute une série de choses. La tâche, elle permet de mettre l'élève en projet. Tu vas écrire le récit de ce que tu as fait pendant ton dimanche. C'est une tâche. C'est une tâche. C'est très important. Mais attention, la tâche n'est pas l'objectif. Et un des enjeux majeurs de l'école, c'est de distinguer la tâche et l'objectif. Si la tâche est l'objectif, j'ai tout intérêt à faire écrire mon récit par le copain de la classe du dessus qui sait mieux écrire que moi. Hein. Vous avez tous été, puisque vous êtes enseignants ou futurs enseignants, des bons élèves. À peu près, à l'école primaire en tout cas. Donc vous avez appris à écrire, hein. Vous avez fait des beaux cahiers. Alors je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui doivent avoir conservé leur cahier de CP,
qui est dans leur grenier, et tous les week-ends, ils vont les regarder avec admiration, dire oh. Mais moi, j'ai pas conservé mes cahiers de CP. Parce que la tâche, c'était de faire des lignes d'écriture, mais l'objectif, c'était pas de faire des lignes d'écriture. C'était de savoir écrire, même quand la tâche était terminée. Et ça, c'est une différence importante quand même. Hein. Quand je suis ouvrier et que je dois réparer une voiture, la tâche, c'est l'objectif. Je dois réparer la voiture, mon objectif, c'est de réparer la voiture. Point barre. Quand la voiture est réparée, ma tâche est finie, mon objectif est atteint. Si je répare une voiture en milieu scolaire, ma tâche, c'est pas de réparer la voiture, c'est de comprendre comment on répare la voiture, qui n'a pas grand-chose à voir. Eh oui. Et ce que nous savons, ce que les recherches nous montrent bien aujourd'hui, c'est que les élèves en difficulté sont souvent les élèves qui croient qu'on leur demande de faire des tâches et qui n'ont pas compris qu'on leur demandait d'atteindre des objectifs. Ils croient qu'on leur demande de faire des tâches. Fais cet exercice. Ils le font, faire par le copain. Ils le bâclent. Ils reviennent à l'école, ils montent l'exercice. Mais il est faux ton exercice. Mais madame, j'ai fait l'exercice. Vous voyez bien, j'ai fait l'exercice, je l'ai fait mon exercice. Mais on s'en fout qu'il ait fait l'exercice. C'est pas... En réalité, ce qu'on lui demande, c'est pas de faire l'exercice, c'est la tâche, ça. Ce qu'on lui demande, c'est de comprendre comment on fait l'exercice. Et on lui demande quelque chose qui n'est pas de l'ordre du faire, qui est de l'ordre du comprendre. Voilà. Une des dernières recherches que j'ai menées avec les écoles primaires de Lyon, ça a été avec tout un groupe d'enseignants de leur demander systématiquement, après chaque demi-journée de cours, ce qui était très exigeant, de poser aux élèves 2 questions. 1, qu'est-ce qu'on a fait? 2, qu'est-ce qu'on a appris? Et en distinguant la réponse à ces 2 questions, on a fait un exercice de maths. Ouais. Bon, on a fait un exercice de maths. Mais on s'en fout d'avoir fait un exercice de maths. Avoir fait un exercice de maths. Là, pour apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on a appris en faisant cet exercice de maths? Est-ce que tu sais le nommer, l'identifier? Est-ce que tu sais le définir, ce que tu as appris en faisant cet exercice de maths? Faire un exercice de maths, on n'en a rien à faire. D'autant plus que l'année prochaine, tu auras d'autres exercices, puis tu vas les oublier. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as appris à l'occasion de ce que tu as fait. Je me souviens, dernière année, une des années, après avoir exercé des fonctions, j'avais repris une classe de CM2 avec un collègue. Et on était allé avec les élèves à Lyon. Alors, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, ça ne leur dit rien. Visiter le musée gallo-romain. Le musée gallo-romain, c'est un musée intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on descend dans la terre, on descend dans les âges. C'est-à-dire qu'on commence avec plus 2000 après Jésus-Christ, on descend moins 1000, 1500 avant Jésus-Christ. On amène les gamins, il y a le guide, tout ça, on revient, on est dans le gymnase, je vois, on était 2 classes, et on dit aux gamins, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y a des gamins qui disent, ah ouais, on s'est bien amusé, on a imprimé une pièce souvenir. Très bien. Ah ouais, on s'est bien amusé, on a couru après le garde, puis on a vu des trucs rigolos, oh, il y avait même un objet sexuel. Bon. Et qu'est-ce qu'on a appris? Et là, on déchante. Parce qu'on s'aperçoit que le nombre de ceux qui ont compris que quand on s'enfonçait dans la terre, on s'enfonçait dans le temps et qu'il y avait une corrélation entre les deux, il est très, très infime. Et trop souvent, on se satisfait que les gens fassent, sans s'interroger sur ce qu'ils ont compris derrière. Et ça, c'est un point très important de l'école. La distinction entre la tâche et l'objectif. La tâche, c'est ce qu'il faut faire. L'objectif, c'est ce qu'il faut apprendre, comprendre, et ce que je vais réinvestir après. Utiliser moi-même, librement. Pourquoi c'est si important que ça? Parce que c'est la clé de l'émancipation, ça. C'est la clé de l'accès à la liberté. La liberté, ça consiste à comprendre pour décider. Si je ne comprends pas, si je répète comme un perroquet des trucs, ou si je fais simplement ce qu'on me demande de faire par obéissance, ben voilà. Je le fais, mais je n'ai pas compris. Mes collègues de Paris 8, depuis longtemps, travaillent sur cette question. Et l'équipe Escole en particulier, elle montre d'une manière extrêmement précise à quel point les élèves les plus en difficulté socialement, ils croient que ce que l'école leur demande, c'est de faire. Ils ne savent pas que l'école leur demande de comprendre. Ils croient que l'école leur demande de faire des choses, alors qu'elle leur demande de comprendre. Un des derniers livres de Piaget, un des plus difficiles, mais des plus intéressants aussi, s'appelle « Réussir et comprendre ». Et Piaget, il montre que ce n'est pas tout à fait la même logique, réussir et comprendre.
Quand vous avez pris votre voiture tout à l'heure pour venir ici, vous avez tourné la clé de contact. Est-ce que vous avez vraiment compris qu'est-ce qui se passe quand vous tournez la clé de contact? Sous le capot, là? Vous avez réussi à venir ici, vous n'avez pas forcément compris ce qui se passe sous le capot. Hein? Mais à l'école, il faut soulever le capot. Voilà. L'école, il ne suffit pas de réussir, il faut comprendre comment ça marche. Il faut ouvrir le capot, comprendre. Et il faut trouver du plaisir à comprendre et pas simplement à réussir. Et ça, c'est un vrai enjeu du boulot d'enseignant. Donner du plaisir à comprendre. Pensant, j'ai compris, quoi. Hein, le commissaire Bourrel, personne ne s'en souvient, vous êtes tous trop jeunes, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait comme bon sang, mais c'est bien sûr, je comprends, ça y est, il y a quelque chose. Ah, ça y est, je comprends. Il y a du plaisir, tout d'un coup, on comprend comment ça marche, ça y est. C'est ce plaisir-là qu'on va faire découvrir. Et ce plaisir de la compréhension, il est contagieux. Quand on a trouvé du plaisir à comprendre quelque chose, on aura du plaisir à comprendre d'autres choses. Et c'est évidemment quelque chose de fondamental. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a actuellement une grande expérimentation en métropole sur ce qu'on appelle les livrets de découverte ou les carnets de découverte, c'est-à-dire le fait de permettre, et pas simplement à l'école primaire, mais dans le collège et même dans le lycée, d'avoir un carnet où on met précisément et régulièrement tout ce qu'on a compris, les découvertes qu'on a faites, et qui sert qu'on va revisiter de temps en temps, pour voir si on a oublié ou pas oublié, et qui constitue une espèce de mémoire des compréhensions et des apprentissages. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace parce que ça permet aussi de reformuler. Voilà une chose essentielle. Et c'est compliqué, reformuler, hein. Parce que j'explique, je sais pas, le passé composé. Allez, la différence entre le passé composé et l'imparfait, je l'explique. Il faisait nuit, tout d'un coup, j'ai vu un chat. Vous avez compris, il faisait nuit, ça dure, j'ai vu un chat, c'est immédiat, bon. J'explique, tout le monde a compris? Oui. Julie, réexplique. Julie a compris. D'ailleurs, je l'ai interrogée parce que je sais qu'elle a compris. Hein? Parce que ça me permet comme ça d'aller plus vite. Donc Julie réexplique, elle a compris. Très bien, vous avez compris, on passe au suivant. Pas au suivant élève, au suivant autre chose à apprendre. Seulement ça veut dire que si sur les 24, il n'y a que Julie qui a compris, il y en a 23 qui n'ont pas compris. Hein. Parce que la seule manière de savoir si on a compris, c'est de reformuler soi-même. Hein. Alors vous me direz, c'est compliqué, on ne peut pas faire reformuler 24 personnes les uns à la suite des autres. Non, mais on peut les faire se formuler 2 par 2, par exemple. Allez, vous reformulez chacun votre voisin et vous corrigez votre voisin. Vous vérifiez, puis allez, on change. Prenez un autre voisin pour vérifier. Qui est-ce qui a compris? Qui est-ce qui n'a pas compris maintenant? On peut croire avoir compris. Si on n'est pas capable de reformuler ce qu'on a compris, on n'a pas compris. C'est très simple. C'est pour ça que l'entraide entre élèves est si efficace. Parce que quand un élève qui a compris, ou qui croit avoir compris, explique à un autre, non seulement il fait progresser l'autre parce qu'il lui explique des choses dans son langage, mais il progresse lui infiniment parce que grâce à l'ignorance de l'autre, il va être obligé de creuser son propre savoir et de le maîtriser mieux. Et un des grands enjeux, et ça je le disais encore ce matin, mais pour moi c'est une évidence tellement importante qu'il faut la rappeler en permanence, c'est que l'école se prive en permanence d'un levier fondamental de réussite des élèves qui est l'entraide entre élèves. Mais elle s'en prive d'une manière massive. On a des méta-analyses aujourd'hui, c'est-à-dire d'analyse, moi je suis très critique de la méta-analyse, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, qui montrent que globalement, 1 heure de cours, que ce soit en maternelle ou en terminale, ça devrait toujours être 1/3 de parole du maître, 1/3 de travail personnel, 1/3 d'entraide entre élèves. Alors, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, il ne faut pas faire 3/3 systématiquement, mais il faut avoir ça en tête parce que, quand même, on ne peut pas négliger un des outils qu'on a à notre disposition, l'entraide entre élèves, et dont les résultats sont manifestement si positifs. Moi, j'avais mis en place, il y a très très longtemps, dans les années, personne ne s'en souvient, les années 80, une opération qui s'appelait requin-rémora. Pourquoi? Parce que vous savez, vous ici, que le rémora, c'est le poisson pilote du requin. Hein? Chaque requin a son rémora qui lui colle à la peau, enfin, etc. Et donc, on avait demandé à chaque élève d'une classe d'être le poisson pilote d'un élève de la classe au-dessous et d'avoir comme poisson pilote un élève de la classe au-dessus. C'est-à-dire que chaque élève était à la fois un tuteur et un tutoré. Mais ça a été formidable. On a gagné je ne sais combien de points